Oui, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la digitalisation des contenus de formation, une thématique plus que d'actualité en ce moment. Alors, ce dernier a été conçu et sera animé par Cédric Boucher, notre spécialiste et expert en ingénierie de formation depuis plus de 20 ans. Alors, avant de vous laisser la main, Cédric, je voulais juste rappeler le déroulé, à savoir 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Vous pouvez passer par le chat ou par la rubrique questions pour poser vos questions. Alors, dans l'idéal, nous vous recommandons une connexion filaire et l'utilisation d'un casque pour éviter les échos. Voilà, Cédric, c'est à vous. Très bon webinaire à tous. Alors, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ligne pour cette première expérience avec Comundi pour parler effectivement de digital learning et en particulier des grandes questions importantes à se poser pour pouvoir réussir cette bascule ou cette mise en œuvre. Alors là, j'ai lancé la vidéo de manière à ce que vous puissiez mettre une tête sur mon nom. Ensuite, je vais couper la vidéo pour préserver au maximum la qualité du flux audio. Donc, comme Pierre vous y a invité, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans la fenêtre de chat tout au long de cette présentation. Et bien évidemment, Pierre, tu pourras, si tu le souhaites, m'interpeller si tu penses qu'il est opportun que je développe un point en particulier avant la fin de la présentation. Alors, je ferme la vidéo. Et donc, nous allons pouvoir attaquer cette présentation. Donc, bien évidemment, comme vous le savez, dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons actuellement, la question de pouvoir substituer au format présentiel des modalités digitales est vitale pour notre activité. Malheureusement, on sait que le secteur de la formation est très durement impacté et vous êtes très nombreux à vous demander comment pouvoir garder un contact avec vos apprenants et proposer des solutions et des alternatives à vos clients qui ont pour le coup toujours des problématiques de formation. D'ailleurs, l'actualité nous montre ô combien ces questions sont d'importance. Je fais écho à ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale et j'imagine que parmi les personnes qui assistent à ce webinaire, vous êtes certains à avoir des enfants qui sont actuellement scolarisés et qui ont vu avec un peu de précipitation parfois leurs enseignants chercher à trouver des modalités pour pouvoir effectivement maintenir ce qu'ils appellent la continuité pédagogique, c'est-à-dire rester présents pour délivrer leurs apprentissages, leurs enseignements ou au contraire faciliter ceux de leurs élèves. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on a souhaité faire quelque chose d'assez opérationnel et apporter des réponses les plus concrètes possibles qui vous permettent, dès la fin de ce webinaire, de pouvoir idéalement envisager de projeter vos contenus et de projeter vos actions de formation via des modalités digitales. Je fais une petite précision en préalable. Ce webinaire n'a pas pour vocation de parler des outils et des solutions techniques à utiliser, mais bien en amont de savoir quelles questions se poser, les outils n'étant finalement qu'un moyen. Alors, trois objectifs. Comprendre les enjeux d'une stratégie de digitalisation et savoir se poser les bonnes questions. Vous allez voir qu'en pédagogie digitale, comme dans la pédagogie, on va dire, traditionnelle, la règle d'or reste le bon sens. Et donc, si on se pose les bonnes questions et qu'on est allé chercher des éléments de réponse, normalement, on sera amené à faire des choix efficaces qui permettront de réaliser au mieux nos interventions. Donc, qui dit bonne question dit des indicateurs qui caractérisent les types de solutions. Et là, vous allez voir que je vais en présenter 4 tout au long de cette présentation. Et normalement, ça vous donnera un aperçu suffisamment complet du sujet. Enfin, bien évidemment, quelle démarche de questionnement pour aller chercher le résultat escompté.
Alors, en termes de plan de la présentation, on va aborder très rapidement pourquoi est-ce qu'il faut transformer, même si ça, cette question, vous avez compris tout son enjeu actuellement. Les fameuses questions, 4 indicateurs en termes de public, en termes de rythme, en termes de niveau d'interactivité et en termes d'objectifs d'apprentissage. Voilà ce que j'ai, moi, retenu pour cette première présentation. Et enfin, on verra en termes de bonnes pratiques et de pièges à éviter ce qu'il faut tâcher d'éviter. Alors, vous allez voir que dans la présentation, on a cherché à faire quelque chose de très simple et très didactique. Et donc, nous sommes allés chercher des illustrations, des schémas pour venir étayer le propos. Donc là, en introduction, bien évidemment, le fameux formateur 2.0, le digital learning, avec les avantages qui sont pressentis. On sait aujourd'hui que dans nos activités professionnelles, on doit penser la manière d'intégrer dans notre boîte à outils la manière de garder ce contact à distance avec nos apprenants et d'apporter des solutions à nos commanditaires. Donc là, vous voyez sur ce petit schéma quelques avantages et qui, bon, normalement, vous ont interpellé et ont motivé la raison pour laquelle vous êtes venu vous inscrire. Voilà, donc s'il y a des points qui vous alertent ou des questions d'approfondissement, je vous invite à les mettre dans le chat et avec Pierre, nous y reviendrons par la suite. En tout état de cause et très rapidement, en haut à gauche, vous avez le prérequis pour évaluer le niveau des apprenants. Donc ça, c'est effectivement une composante digitale qui est la plus largement diffusée, que la plupart des personnes se sont appropriées, pour lesquelles il existe beaucoup d'outils. L'idée, c'est de gagner du temps et de permettre soit à l'organisation d'avoir une photographie du niveau de ses apprenants, soit effectivement de permettre aux apprenants de pouvoir se questionner sur leur niveau de maîtrise, leur niveau de question, pour savoir quelle légitimité ils ont à intégrer un dispositif. Donc voilà. Après, on voit, ça parle de flexibilité, d'adaptabilité à travers les outils. Vous avez également la partie tracking avec les plateformes. Alors, on parle de plateformes LMS, qui sont donc ces outils qui permettent de poser des parcours et des dispositifs que les apprenants vont pouvoir suivre et avoir un système de remontée qui permettra d'avoir une exploitation statistique de la cible que l'on a formée. Voilà. Vous voyez effectivement des notions aussi d'accessibilité, de flexibilité, de réduction du temps de présentiel, de modernisation de la formation. Donc tout ça, ce sont effectivement des composantes qui rentrent aussi en ligne de compte dans la réflexion. Donc voilà. Alors, pour continuer sur cette introduction, on voulait voir un petit peu comment définir le digital learning. Et à ce titre-là, je vous ai mis la restitution d'un atelier que j'ai fait en présentiel avec des LDP, LDM, donc c'est les Learning Developer Programme et Learning Development Manager chez Orange il y a quelques mois de cela. Et donc finalement, je leur demandais la question, mais pour vous, quelle est la différence entre le présentiel, le digital et le blended learning? Donc blended, c'est ce format mixte où on va avoir et du présentiel et d'autres modalités pédagogiques ou d'autres modalités pédagogiques qui ne sont pas forcément du présentiel. Et donc en atelier, voilà ce qu'ils nous avaient dit. En présentiel, le mot d'ordre qui était ressorti, c'est qu'on avait la force du collectif. Et donc, on avait une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action qui permettait effectivement de créer une dynamique et de privilégier des modalités qui soient extrêmement interactives. Ensuite, en termes de digital, la bascule, c'était de pouvoir dire « j'ai enfin à ma disposition la possibilité de former où je veux, quand je veux ». Ils avaient rajouté « quand ils peuvent ». Donc voilà, et on avait un participant qui nous avait sorti donc cette phrase anglophone, anytime, anywhere, any device, any content. Voilà, donc device, on parle des plateformes, des solutions techniques qui permettent de se former, et any content, bien évidemment, quel que soit le type de contenu. Et pour le blended, on était arrivé à la définition suivante, on apprend seul, mais jamais sans les autres, grâce à la richesse du groupe. Et donc, on voyait bien tout l'intérêt de venir réinjecter une dimension présentielle dans nos formations et de rendre au maximum nos apprenants acteurs de leur pédagogie en privilégiant des modalités qui sont interactives. Voilà, vous verrez, j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce point-là.
On avait un certain nombre de bullet points qui étaient ressortis avec des caractéristiques, mais là, peut-être plus propres à Orange pour le coup. Donc, je ne vais pas les développer. Vous les retrouverez dans le support. Voilà, si vous en éprouvez le besoin et l'intérêt. Donc, on entre dans le cœur du sujet en matière de stratégie digitale. Quelles sont les questions à se poser pour être sûr de mettre en œuvre un dispositif qui va avoir un impact et produire le résultat escompté, soit parce qu'on nous a demandé de le déployer en interne, soit parce qu'on est en posture de répondre à un commanditaire externe et qu'on se retrouve peut-être même pour le coup en compétition avec d'autres confrères qui vont devoir proposer le dispositif qui présente le plus d'efficacité. Oula, pardon, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Alors, les intérêts du e-learning ou du digital, on les connaît, c'est d'amener effectivement de la flexibilité et là, pour le coup, dans le contexte actuel, d'incarner complètement cette notion de distanciation sociale. Je ne vais pas repasser dans le détail sur ces éléments-là, vous les avez à l'écran. Je tiens en revanche juste à vous alerter, il faut faire attention entre ce que permet le digital en termes de solutions optimum avec des outils très performants, des compétences, des budgets en matière de conception, de scénarisation pédagogique, de techniques d'animation, et donc la réalité de ce qui est mis en œuvre ou déployé. Il faut savoir raison garder et aujourd'hui, la grande majorité des solutions qui sont proposées sur le marché, finalement sont relativement simples dans leur mise en œuvre, parfois assez pauvres en termes d'interactivité, de pédagogie, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide, de plus simple, de plus facile à mettre en œuvre, mais également de plus stable d'un point de vue technique. Voilà, donc soyez toujours critiques. Le digital a un spectre qui est extrêmement large. Sachez où vous allez vous positionner, d'où l'intérêt donc de se poser ces bonnes questions. Et puis après, il faut aussi être honnête, il y a une composante économique incontournable, donc il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions en matière de projet digital. Alors, si vous voulez les mettre en œuvre, c'est par rapport à vous, votre capacité à investir dans la pédagogie et les médias qui vont accompagner votre solution. Mais si vous êtes en démarche effectivement de réponse à une sollicitation de la part d'un commanditaire, c'est d'être très clair avec lui et de le challenger sur le niveau d'engagement budgétaire qu'il est prêt à financer, aussi bien techniquement qu'en temps de préparation, en temps d'investissement dans la pédagogie. Voilà. Et d'ailleurs, pour être très pragmatique, vous voyez que là, on est sur un format de type webinaire où, pour des raisons d'illustration de ce propos-là, on est parti plutôt par rapport au bas de la pyramide, c'est-à-dire qu'on a construit un PowerPoint qu'on diffuse comme ça de manière assez basique sur les réseaux et avec des coûts de conception, d'infographie technique qui sont effectivement assez minimes. Voilà, mais pour vous montrer vers quel type de solution on peut aller très vite. Alors, en matière d'inconvénients liés au e-learning, bien évidemment, des questions de bande passante. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Actuellement, on sait que les réseaux Internet sont extrêmement sollicités en journée par toutes les téléconférences, télétravail qui sont mis en place, par les élèves qui ont des cours à assurer
et puis la consommation classique. Donc voilà. À titre d'exemple, dans des grandes organisations, pour soulager leur réseau, il est demandé de ne pas utiliser de vidéo, donc ces fonctionnalités sont désactivées. Il est demandé de privilégier des conférences téléphoniques plutôt que des classes virtuelles dès qu'on a un nombre minimum de participants. Voilà, donc gardez ça présent à l'esprit. Il faut arriver à dompter la technique pour mettre en œuvre notre activité digitale. Alors, donc, nos fameux indicateurs et les choix qui vont en découler. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. On va parler du public, on va parler du rythme, on va parler de la notion d'interactivité et enfin, on va faire un parallèle avec un outil que bon nombre d'entre vous connaissent très probablement et utilisent, qui est la taxonomie de Bloom et qui définit en fait et qui catégorise des niveaux d'apprentissage. Alors, premier élément concernant effectivement les publics de la formation à distance. Les solutions et les choix pédagogiques que vous allez faire, bien évidemment, vont être déterminés par les profils de vos apprenants et typiquement, dans le cas présent de ce webinaire, également la quantité, le volume, le nombre de personnes à adresser en un temps T. Voilà. Donc là, dès lors que on est effectivement plusieurs dizaines de personnes, bien évidemment, on ne va pas s'orienter vers les mêmes types de solutions et les mêmes types de déroulés pédagogiques de présentation que si vous avez la chance de pouvoir conduire des actions, j'allais dire, individuelles dans une relation de face à face, même à distance, ou bien animer des petits groupes d'apprenants. Donc, soyez le plus précis dans votre questionnement pour savoir finalement vers quel type de format vous voulez aller. Et donc, vous verrez que bien évidemment, ces questions vont venir se compléter par d'autres paramètres ou d'autres questions. Ensuite, bien évidemment, quels sont les rythmes de formation que vous allez proposer par rapport, bien évidemment, à ce qu'on a vu précédemment, le profil des publics d'apprenants qui sont concernés par la modalité pédagogique digitale que vous êtes en train de mettre en place, mais également la densité des contenus, la complexité de ces mêmes contenus. Et donc, c'est cela qui va déterminer finalement les manières qui vous paraissent les plus efficaces pour venir organiser le rythme, la fréquence des interventions et des actions de votre dispositif pédagogique. On sait pertinemment que la courbe d'attention des apprenants est un levier essentiel pour garder leur attention et que donc on va avoir tendance à privilégier des formats plutôt condensés, plutôt courts. Ça peut aller de quelques dizaines de minutes à 3/4 d'heure, 1 heure et quart. Et bien évidemment, par rapport au choix en termes d'activité pédagogique que vous allez pouvoir injecter et répartir pendant le déroulé, le timing de votre action digitale, vous pourrez miser sur des activités qui sont plutôt impliquantes et donc qui vont maintenir la participation, l'attention, la concentration de vos apprenants ou au contraire, être lucide sur le fait qu'il va y avoir une déperdition, une perte d'attention et que donc en ayant commencé à beaucoup, au fur et à mesure de l'intervention, des personnes vont être sollicitées par l'extérieur ou tout simplement vont se désengager du processus d'apprentissage. Bien évidemment, vous devez également intégrer dans votre réflexion, est-ce que vous êtes sur un dispositif plutôt bref, plutôt synthétique et ça va être une action et donc sur un sujet donné, vous allez le traiter d'une certaine manière, ou bien est-ce que vous êtes en train de bâtir un dispositif
qui va avoir une densité de contenu significative et donc vous allez devoir réfléchir à la manière de le rythmer en aménageant des interruptions, puis des reprises. Et est-ce que, à l'occasion de ces interruptions, vous allez vouloir profiter de cette opportunité pour aller chercher des situations apprenantes, pour pouvoir provoquer du travail en intercession, générer de la manière, faire vivre une expérience d'apprentissage à vos apprenants et donc vous permettre également en retour d'animer, d'alimenter les étapes suivantes avec ce travail qui a été fait. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de la remédiation. Alors, remédiation en présentiel, on connaît ce que c'est. Là, c'est la même chose. On va décider qu'un format d'un rendez-vous digital va permettre de remédier par rapport à des choses qui ont été abordées préalablement. Ensuite, et qui est également bien évidemment la conséquence directe des questions et donc des réponses qu'on a obtenues concernant le public et le rythme d'apprentissage que l'on cherche à mettre en place, c'est le niveau d'interactivité que vous poursuivez. Et l'idée, c'est que vous allez devoir savoir où mettre le curseur entre des apprenants qu'on va considérer comme de simples spectateurs, et donc on assume une forme de passivité dans la manière d'appréhender la transmission et l'apprentissage. Et en toute transparence, le format webinaire, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, on voit qu'on est complètement à gauche puisque vous êtes dans une posture d'écoute que je souhaite attentive et intéressée, mais vous êtes dans une posture d'écoute, ou bien au contraire, est-ce que vous allez pouvoir basculer complètement à droite de l'illustration et transformer vos apprenants en acteurs total de leur propre apprentissage. Et donc, c'est un petit peu comme si le formateur, à distance, avait trouvé des solutions, des modalités pour donner les clés à son groupe pour qu'il s'approprie à travers des activités la problématique d'acquérir les notions, les compétences, les sujets qui sont abordés. Et donc là, vous le voyez bien évidemment, pour pouvoir basculer à droite, on va être confronté à deux problématiques majeures. La première qui renvoie au public, est-ce qu'on a un nombre limité d'apprenants qu'on va pouvoir adresser en un temps T? Et dans ce cas-là, on va pouvoir imaginer de leur donner la parole, de pouvoir les tutorer, de pouvoir effectivement leur donner du travail, organiser de la collaboration et de la coopération de manière connectée ou déconnectée quand on est effectivement dans un dispositif avec des rendez-vous qui sont programmés sur les jours ou les semaines à venir. Et donc, pouvoir privilégier cette modalité ou au contraire, faire preuve d'un principe de réalité et se dire que compte tenu du contexte de l'environnement, il va falloir qu'on fasse confiance aux apprenants pour qu'avec le minimum de pédagogie interactive que l'on peut injecter dans notre dispositif, essayer de les faire progresser. Et donc, typiquement, je vous le disais tout à l'heure, vous renvoyez à la lecture d'un support qu'on va mettre à disposition, vous partagez des liens pour que vous puissiez travailler par vous-même, etc., etc. Donc, on a vu nos trois premières questions qui sont donc la taille du public et ses caractéristiques. On a vu également le deuxième niveau qui était le rythme dans les apprentissages. Et enfin, on a un troisième niveau qui était l'interactivité qu'on va pouvoir insuffler dans notre dispositif. Quatrième et dernière question à se poser. Pour avoir fait un tour d'horizon et être en capacité de réfléchir à des stratégies de digitalisation, ce que j'ai appelé le niveau d'objectif d'apprentissage, la taxonomie de Bloom. Alors, très rapidement et pour résumer, Bloom a travaillé avec plusieurs autres psychologues du travail,
spécialistes de la pédagogie, pour amener effectivement une décomposition ou une progression dans l'objectif d'apprentissage que l'on cherche à atteindre ou à faire atteindre chez nos apprenants. Et donc, on est arrivé à une décomposition en 6 catégories. Et donc, on voit qu'on part de la gauche pour aller vers la droite: la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse, l'évaluation. Alors moi, j'ai pour habitude d'entourer et d'encadrer en rouge les 3 premières colonnes, celles de gauche, partant du principe que c'est dans la très, très grande majorité les objectifs que nous fixent nos commanditaires quand on est amené à faire de la formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et donc, le premier niveau, on doit délivrer des contenus et savoir si nos participants ont appris des éléments. Je reformule ça moi de manière très pragmatique en disant concrètement, est-ce qu'ils sont en capacité de réciter par cœur? Et donc, dans les objectifs de ma formation, dans les objectifs d'une séquence d'apprentissage, est-ce qu'il y a une part de par cœur, une part de récitation à provoquer chez mes apprenants? Et je suis sur du niveau 1. Ensuite, et bien souvent, la récitation, le par cœur, le niveau 1 n'est qu'un moyen, et nos commanditaires attendent plus de nous qu'on arrive à provoquer un déclic, une prise de conscience chez la part des apprenants, de manière à ce qu'ils s'approprient le contenu de cette séquence d'apprentissage et qu'ils soient non plus capables de réciter par cœur, mais d'expliquer, de développer, de raisonner autour de la notion. Et donc, ça veut dire pour nous pédagogiquement que ce qu'on nous demande, ce n'est pas qu'ils connaissent par cœur, mais que confrontés à cette situation-là et aux éléments, ils soient capables, le cas échéant, de reconstruire la solution, la recommandation. Donc, on est sur de la compréhension. Troisième et dernier niveau auquel on est de plus en plus confronté, c'est que nos commanditaires nous disent: écoutez, moi, c'est bien qu'ils sachent par cœur, c'est bien qu'ils aient pigé ce qu'on leur demande, mais avant toute chose, il y a une dimension opérationnelle, je veux qu'ils sachent faire. Et donc, la vraie question qui se pose à nous en tant que pédagogue, et on va voir que quand on est dans du digital, c'est encore plus problématique, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux, à l'aide d'une pédagogie adaptée, rapporter la preuve irréfutable à mon commanditaire et donc à moi-même en tant que responsable de la scénarisation pédagogique et ou de l'animation de la séquence, que 100% de mes apprenants sont en capacité de mettre en œuvre ce qu'il a été demandé. Et là-dessus, tous ceux d'entre vous qui sont formateurs, je vous laisse réfléchir à vos dernières séquences que vous avez eu l'opportunité d'animer et de vous dire, est-ce que je suis bien certain qu'à l'issue de la demi-heure, de l'heure et demie, de la demi-journée que j'ai consacrée en présentiel ou de ces dizaines de minutes, demi-heure passées en digital, est-ce que j'ai acquis la certitude à la fin que mes apprenants étaient en capacité de faire sans se tromper? Eh bien, on sait que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué, sauf à y consacrer beaucoup de temps. Et donc, quand on doit aborder ces 3 éléments-là, quand on fait du digital, aller réviser et faire du par cœur sur le premier niveau d'objectif d'apprentissage de Bloom, ça n'est pas un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait que ce qui fonctionne le mieux quand on crée de la pédagogie digitale, en utilisant moult quiz, questions et activités proposées dans des modules e-learning le cas échéant, c'est tout simplement d'aller chercher chez l'apprenant sa capacité en lui faisant dire, en lui faisant répéter, en lui faisant classer, organiser, etc., tout ce que l'on veut, les savoirs qu'on lui a distillés au préalable, si on était dans une approche qui était plutôt expositive, ou au contraire, on l'interpelle d'abord pour voir ce qu'il connaît dans une approche plus inductive avant de développer. Sur la compréhension, je vous ai mis un point d'interrogation, un point d'exclamation, tout simplement parce que c'est quelque chose que l'on peut mettre en place avec du digital. Il faut simplement qu'on y réfléchisse pour être bien certain que la modalité que l'on est allé chercher et que l'on utilise permet de provoquer ce résultat-là et permet de le provoquer chez l'ensemble des apprenants.
Et donc, une nouvelle fois, on va se poser la question, est-ce que mon public le permet ou il est trop nombreux, il est trop hétérogène et donc je vois difficilement comment scénariser des temps d'échange, de démonstration, d'explication, d'interprétation, de reformulation, ou au contraire, je vais me concentrer là-dessus. Aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui ont l'opportunité, par exemple, d'animer des classes virtuelles, on voit que plus le nombre de participants est réduit, et plus on a pu leur donner de la matière pour réfléchir, travailler, produire avant la classe virtuelle ou entre plusieurs classes virtuelles, permet à l'occasion de rendez-vous de remédiation de pouvoir effectivement les entendre et pouvoir mesurer, apprécier jusqu'où ils sont allés en provoquant ce travail de feedback ou de reformulation qui est tellement essentiel et qu'on utilise constamment quand on fait du présentiel. Je me permets là d'utiliser la citation de Boileau que nous autres formateurs aimons tellement utiliser pour étayer nos pédagogies. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Dit autrement, quand vous voulez chercher un objectif de compréhension, est-ce que vous avez pu scénariser une modalité pour faire dire à vos apprenants ce qu'ils ont compris, comment ils ont compris, jusqu'où ils ont compris les contenus de votre séquence d'apprentissage? Et là, une nouvelle fois, vous voyez que dans le format webinaire, l'expérience qu'on est en train de partager ensemble ce matin, eh bien, il n'y a pas de modalité fluide, automatique, accessible pour vous de reformuler sous la forme de questions ou tout simplement d'affirmations les messages que je suis en train de délivrer. Et donc, chez moi, en permanence est présent ce questionnement qui consiste à dire, est-ce que mon propos était clair? Est-ce que mon propos était pertinent? Est-ce que mon propos était intéressant pour chacune des personnes qui sont présentes sur ce webinaire? Et donc finalement, est-ce que ce format-là contribue à vous garder dans la dynamique parce qu'il y a de la curiosité, il y a de l'intérêt, etc. Ou est-ce que statistiquement, un certain nombre d'entre vous ont commencé à se désengager petit à petit, perdre le fil tout simplement parce qu'ils n'y trouvaient pas un intérêt, un bénéfice personnel. Donc voilà. Troisième et dernière catégorie chez Bloom que je souhaite plus particulièrement développer avec vous ce matin, celui de l'application. Donc là, c'est très simple. Dans votre cahier des charges, votre commanditaire vous a demandé de lui prouver par vos choix et vos partis pris pédagogiques qu'à la fin de la séquence, les apprenants seront en capacité d'appliquer un geste métier. Eh bien, on voit que en formation présentielle, c'est compliqué puisque par définition, on joue à faire semblant quand il y a des jeux de rôle, des mises en situation, les études de cas. On n'est jamais confronté à la vraie réalité. Ou alors, ça veut dire qu'on a la chance d'être dans un showroom, on a la chance d'être dans un atelier dans lequel on va faire de la mise en pratique. Et donc, en digital, on rajoute une barrière supplémentaire qui est liée à la distanciation. Qui est lié aux limites des fonctionnalités des outils. Et donc, il est très, très, très compliqué de pouvoir s'engager sur ce niveau d'application-là. Alors, je dirais qu'il est très compliqué, sauf à recréer des environnements qui vont tendre vers la réalité et donc mettre en place des simulateurs. Donc, je vous laisse imaginer le travail que ça peut représenter en termes d'ingénierie, en termes de développement, en termes de ressources, en termes de médias. Et donc, on voit qu'on est quand même dans une catégorie qui est extrêmement minime des produits ou solutions digitales qui sont proposées actuellement en digital learning. Voilà. En revanche, on a quand même quelques domaines qui, eux, se retrouvent finalement pleinement satisfaits ou en tout cas pour lesquels la mise en œuvre peut être facilitée. Je vais en citer deux. Bien évidemment, dès qu'on vous demande de produire des contenus sur des applicatifs métiers,
Par définition, en 2020, les applicatifs métiers, on les fait à partir d'interfaces informatiques, alors que ce soit des tablettes, des smartphones, des ordinateurs. Donc, ça veut dire que on peut nous très facilement recréer ces conditions-là et pousser la composante simulation. Aujourd'hui, apprendre à saisir un client, un prospect dans un logiciel de CRM. Aujourd'hui, apprendre à renseigner une checklist ou une fiche type rapport d'entretien annuel d'évaluation, définition d'objectifs, rapport de sécurité, relevé sous toute forme. Donc tous ces éléments-là sont facilement constituables. On peut facilement les réaliser, voilà, et les mettre en scène, et avec les solutions techniques du marché, en plus pouvoir simuler les éléments de saisie et le feedback qu'on va vouloir apporter à l'apprenant en lui disant tu as saisi au bon endroit ou pas au bon endroit, tu as saisi mais pas forcément correctement, ou simplement montrer un cheminement à l'écran. Donc voilà, et d'ailleurs aujourd'hui, les applicatifs métiers représentent une part très très importante des contenus digital learning qui sont poussés à destination des apprenants, puisqu'ils trouvent là naturellement un support, un device, comme je disais en introduction, qui s'y prête. Un autre domaine, pour illustrer également la partie application, c'est le domaine, par exemple, de l'apprentissage des langues, où pour peu que vous puissiez activer des fonctions audio, vidéo, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher, dès qu'on peut individualiser au maximum la formation, pourquoi pas recréer des situations d'entretien en face à face de manière très réaliste et qui vont donc de ce fait permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exercer, s'aguerrir à la pratique, par exemple, d'une langue. Mais on peut élargir ça à tous les champs de la communication. Et l'avantage, par exemple, de la vidéo, c'est que ça va quand même vous permettre de pouvoir aller chercher des feedbacks en termes de communication non verbale. Voilà. Vous pouvez même l'utiliser le jour où votre micro ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc pour résumer tous ces éléments, lorsque vous allez vouloir appréhender la question de basculer en digital tout ou partie de votre formation, ou bien basculer en blended learning, c'est-à-dire avec une partie digitale des contenus qui sont en présentiel, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez bien votre public en quantité et en qualité? Donc quantité, le nombre, qui va avoir toutes les répercussions sur les choix et les solutions que vous allez privilégier. Et en qualité, là je parle plus peut-être d'homogénéité, mais également de sensibilité ou de confort par rapport à l'usage des outils informatiques, et en fait le degré d'autonomie pour pouvoir se sentir à l'aise derrière l'ordinateur et ne pas paniquer parce qu'on n'arrive pas à se connecter, on n'a pas le bon son, on n'arrive pas à afficher les éléments, etc. etc. Donc voilà. Le deuxième, bien évidemment, le rythme, la densité, la fréquence. Et donc, est-ce que vous êtes sur un dispositif, on va dire, très micro de quelques minutes? Voilà. Ou bien au contraire, est-ce que vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui va devoir nécessiter non seulement une scénarisation, mais très probablement le fait de venir mélanger différentes modalités pour aller chercher les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Troisième question sur laquelle il est important donc de revenir, c'est le niveau d'interactivité, donc tout simplement l'ambition pédagogique que vous avez entre dérouler un monologue, je sais de quoi je parle, et à l'inverse, faire travailler au maximum vos apprenants. Et les faire travailler en digital, ça veut également dire qu'ils peuvent, voire doivent travailler sans votre présence. Et donc, vous pouvez très bien ménager des moments où ils sont en train de travailler individuellement ou même de travailler collégialement, et donc ils vont vous produire des éléments de contenu. Ça nécessitera chez vous un peu de travail de prise de connaissance, d'analyse préalablement au prochain rendez-vous de mutualisation, mais ça fonctionne très très bien et c'est nos fameuses séances ou séquences de remédiation. Et puis enfin, donc, quel est l'objectif d'apprentissage que vous poursuivez? Est-ce qu'on est sur faire réciter? Est-ce qu'on est sur faire expliquer? Ou est-ce qu'on est sur faire faire? Voilà.
Et une fois que vous aurez passé tous ces éléments en revue, normalement, vous verrez de manière évidente ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc là, c'est toute la force d'un raisonnement à contrario, comme diraient nos amis juristes. Et donc, à force d'écarter tout ce qui vous est impossible, parce que ça n'est pas du tout adapté pédagogique, parce que vous ne vous sentez pas de le mettre en place, parce que vous n'avez pas les moyens financiers pour le faire, parce que vous n'avez pas le temps à mobiliser pour préparer tout ça, parce que vous ne pouvez pas activer éventuellement les compétences spécifiques nécessaires, eh bien, votre cible se réduit petit à petit et vous n'aurez plus qu'à aller construire quelque chose dans ce qu'il vous reste d'accessible. Voilà. Il nous reste 5 minutes avant de passer au jeu des questions-réponses. Donc, j'ai encore quelques slides à vous présenter. Alors, la dernière, c'est donc ces critères-là, finalement, comment je vais positionner mes curseurs entre du face-à-face ou du e-learning ou du digital de manière majoritaire. Comment je vais me positionner entre un dispositif très individualisé où je vais laisser l'apprenant travailler seul à m'écouter ou à participer, ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'aménage des séquences et des activités qui sont collaboratives. Donc pour moi, le collaboratif, c'est vraiment entre les apprenants. C'est pas entre un apprenant et l'intervenant. Est-ce que je vais mettre du synchrone ou de l'asynchrone? Donc ça, c'est des termes qu'on utilise nous assez régulièrement. Dans le métier du digital learning, c'est assez simple. Synchrone, ça veut dire que l'apprenant est en situation d'apprentissage en même temps que le formateur, le tuteur, ou que ses autres collègues, bien évidemment, les autres apprenants. Asynchrone, ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait en intercession ou en tout cas hors connexion et qu'il faut organiser de la remédiation. Enfin, est-ce que je vais plutôt être sur une modalité unique? Donc là, charge à moi de voir celle qui s'adapte le plus à mon besoin, ou au contraire, est-ce que je pars sur de la multimodalité? Et dans ce cas-là, quelles sont les meilleures combinaisons que j'ai intérêt à privilégier? Quand vous allez réfléchir à un dispositif d'apprentissage, on va retrouver exactement les mêmes étapes que l'on a sur du présentiel. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui change. Vous allez vous demander effectivement en amont de votre séquence d'apprentissage comment je l'introduis. Ensuite, comment je la développe. Et dans ce cas-là, effectivement, avec quel type de solution et est-ce que je privilégie plutôt des activités, de la pratique, des expériences, on est dans de l'inductif, ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt dans du descendant et je vais y aller avec de la pédagogie déductive. Et enfin, comment vous allez conclure, sortir de votre action de formation avec des éléments de synthèse, avec le fait que vous renvoyez vers d'autres sources externes en laissant la responsabilité à l'apprenant de poursuivre son apprentissage et de s'auto-former. Voilà, et vous allez vous poser la question, effectivement, de la manière dont vous allez chercher à mesurer l'impact du dispositif que vous avez mis en œuvre. Et donc là, vous rentrez dans le très vaste champ de l'évaluation de la formation qui mériterait à lui seul qu'on en fasse un, voire plusieurs webinaires compte tenu des sujets à aborder. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair et de commencer à vous projeter sur la manière dont vous pouvez, comment vous pouvez effectivement basculer tout ou partie de vos contenus vers tout ou partie de vos clients ou de vos prospects. Voilà, dites-vous bien qu'il existe aujourd'hui des solutions extrêmement légères et souples que vous pouvez individuellement prendre en main quand bien même vous ne seriez pas très à l'aise
avec les outils informatiques, les éléments d'infographie, etc. À l'instar de ce que moi j'ai utilisé en allant uniquement insérer quelques visuels récupérés à droite à gauche pour illustrer mon propos. Voilà. Ou bien effectivement partir sur des choses qui sont plus ambitieuses et dans ce cas-là basculer en mode projet. Ça veut dire travailler avec une équipe et une conjonction de compétences pour pouvoir effectivement mener à bien l'ensemble des éléments qui vont aller de la conception du dispositif jusqu'à sa publication, mise en œuvre, diffusion sur les bons supports à destination de l'ensemble de vos participants. Voilà Pierre, j'ai fini. Je te rends la main et je vous invite à poser les questions qui vous turlupinent en espérant que je puisse apporter un maximum de réponses. Ça marche. Merci beaucoup, Cédric. Alors, on vous envoie les questions qu'on a reçues. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aussi me les lire et j'y réponds. Oui, là, il y en a une première. C'était vraiment une question qui portait sur les soft skills en digital, notamment avec la question de la déperdition inévitable, Ouais. comparée au présentiel. Alors, sur les soft skills. Oui. Ouais. Alors, sur les soft skills, effectivement, le premier réflexe, c'est de se dire que la modalité digitale semble assez inadaptée. Parce que qui dit soft skill dit automatiquement une dimension ressentie au sens kinesthésique, mais au sens visuel, auditif. Et donc, vous allez pouvoir clairement vous mettre sur un niveau d'apprentissage de type connaissance. Et donc, est-ce que je sais ce que c'est qu'un soft skill? Est-ce que je sais comment ça fonctionne? Éventuellement aller questionner les gens, à mettre en place des éléments de compréhension et donc vous sentir rassuré sur le fait qu'ils ont acquis, on va dire, la culture générale par rapport à la compétence sur laquelle vous voulez les faire travailler. En revanche, va se poser vraiment la question de l'application. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on sait que on commence quand même à avoir des éléments assez intéressants pour pouvoir jouer sur les intonations dans les voix off quand on met des voix off digitales. Dans des laboratoires de recherche, on sait qu'on a des capteurs qui commencent à savoir quelle est la température, le pouls, la tension de l'apprenant derrière son ordinateur pour pouvoir gérer des interactions. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est encore sur des solutions qui sont assez frustrantes quand notre domaine de spécialité, c'est le soft skills. D'accord. Y a-t-il un lien, une référence pour approfondir la méthodologie Bloom? Alors, il y a énormément de documentation sur Internet. Donc là-dessus, il suffit de faire une recherche avec les mots-clés taxonomie Bloom et vous avez de la littérature qui vous emmènera bien au-delà de la période de confinement qu'on vit actuelle. D'accord. Alors après, une question par rapport aux OPCO, CPF, etc. Comment sont comptabilisés les différents éléments, les supports de formation, le live, les visionnages tuto, etc. Comment on peut prendre en compte en termes de temps? Alors, Peut-être pour être plus précis, en fait, tout ce qui est relatif aux échanges dans la communauté apprenante, est-ce qu'on peut le comptabiliser en termes de temps? Alors, on peut le. Alors, je ne suis pas spécialiste de cet aspect-là, d'un point de vue purement mise en œuvre réglementaire. Donc voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouvez tout documenter. Et donc, justement, dans ce travail de documentation, vous allez pouvoir, pour les OPCO par exemple, pouvoir expliquer effectivement qu'est-ce qui est du domaine du formateur, de la pédagogie, du tutorat, de l'accompagnement, et donc le temps en nombre d'heures qui est prévu par apprenant. Idem pour les activités qui vont être proposées aux apprenants. Et donc, de cette manière-là, on est capable, vis-à-vis de l'OPCO, de présenter finalement le déroulé complet de notre dispositif et de l'exprimer en termes de nombre d'heures individuelles de formation.
et comment elles se répartissent. Et donc, après, je dirais à vous vis-à-vis de l'OPCO de vérifier qu'il va valider votre dispositif et qu'il rentre dans les critères de recevabilité. Si par exemple, vous construisez un dispositif qui doit être certifiant, qualifiant, etc. Et également de savoir si il va être éligible à une prise en charge et un financement, en fait. D'accord. Peut-être, on voit qu'il y a plusieurs questions aussi qui reviennent sur la question de l'animation de groupe, en fait, du dynamisme un peu collectif. Bon, plusieurs participants sont quand même plutôt sceptiques, en fait, sur le fait de pouvoir conserver cette dynamique qui fait le propre du présentiel. Alors, en fait, tout dépend des sujets. Pardon, ce matin, entre 9h15 et 10h30, j'étais en train d'animer une classe virtuelle dans des conditions plutôt privilégiées. J'avais que 4 apprenants qui sont en fait des participants que j'ai eus en présentiel il y a quelques semaines de cela et pour lesquels le client a souhaité qu'on bascule en digital le 3e bloc de formation. Eh bien, moi, ce matin, à certains moments, je ne pouvais pas en placer une parce que les 2 groupes de 2 participants qui avaient travaillé la veille à rédiger du storytelling pour venir alimenter des modules de e-learning, restituaient leurs expériences et partageaient leurs avis et donc appréciaient et réagissaient par rapport aux documents qu'ils avaient déposés sur une plateforme qu'ils ont en interne et dont ils avaient pris connaissance. Donc, si vous voulez, on peut le faire, mais pour ça, il faut être pragmatique. Il faut que le sujet et le contenu parlent aux apprenants. Donc, il faut concrètement qu'ils ne se sentent pas juste concernés, mais qu'ils soient totalement impliqués. Et donc, le meilleur moyen pour les impliquer, il se trouve que nous, on leur demande tous les jours pendant 1h30, 2 heures, en atelier entre eux de manière asynchrone, de produire des livrables qu'ils ont l'obligation de publier. Et on commence tous les matins par une demi-heure de remédiation sur la base du travail qui a été fait. Exactement comme je le ferais si en présentiel, j'avais pris 1h30 ou 2 heures pour leur faire un boulot à 2 et qu'après, on le mettait en commun dans la salle de formation. D'accord. Mais ça, je peux le… Pardon ? Oui, non, c'est… en fait, il y a tout un travail, travail en amont qu'on ne faisait pas forcément en présentiel, grosso modo, si on est sur ces questions de dynamique-là. On pense toujours au questionnaire préalable qui est rempli, allez, 1 fois sur 10. Là, ce que vous nous dites, c'est que ça fait partie véritablement intégrante des clés de succès d'une formation à distance. Exactement. C'est-à-dire que, en tout cas, mais la chance que j'ai, et j'en suis bien conscient, c'est que je n'ai que 4 participants. Donc, je peux me permettre pendant 1 heure, 1 heure et quart le matin de passer une demi-heure pour qu'on consacre grosso modo un quart d'heure à l'heure et demie de travail qui a été fait la veille par chaque équipe. Et donc, ça permet de voir comment ils ont pu mettre en œuvre des éléments méthodologiques qu'on a vus la veille. Et donc, de manière très concrète, après avoir passé cette première demi-heure de remédiation, je sais qu'il me reste une demi-heure, 45 minutes pour amener des apports méthodologiques sur un autre sujet. Et donc là, typiquement, ce matin, après avoir fait ma remédiation sur la partie storytelling, je leur ai fait des apports sur des bonnes pratiques rédactionnelles pour faire des quiz, des QCM et des feedbacks de QCM dans le cadre de modules e-learning. Et donc, je leur ai dit, maintenant, vous me faites les questions en lien avec la séquence de votre module e-learning sur lequel vous travaillez. Ils savent qu'ils doivent le publier sur leur plateforme communautaire, collaborative. Et donc, moi, je sais que demain matin, je vais aller en prendre connaissance. L'autre groupe va aller découvrir la production qui a été faite par leur père. Et à 9h demain matin, on va repasser une demi-heure à débriefer ça. Et ensuite, rebelote, on abordera un 3e sujet qui n'est plus ni le storytelling ni les quiz, mais comment on optimise la rédaction de voix off dans le cadre de modules e-learning. Et donc, on a décidé finalement de rééclater à raison d'une séquence par jour pendant une semaine, avant ce que j'enchaînais en présentiel pendant 2 journées consécutives.
Oui, d'accord. On a beaucoup de questions d'ailleurs hein, sur les questions pratiques, de méthodologie, de reséquençage des formations classiques de 2 jours. Hein. Ça revient quand même assez régulièrement, bien évidemment. Je pose aussi. Alors, là-dessus, je vais être très pragmatique. C'est un boulot qui est assez compliqué. Moi, j'ai retenu un parti pris qui semble fonctionner, mais je suis très lucide sur la prise de risque pédagogique. D'abord, moi, mon commanditaire m'a demandé de réduire le temps. Donc, en fait, concrètement, les formations qui duraient 14 heures, la consigne a été que ça ne prenne pas plus de 9 heures en temps de travail inclus à mes apprenants sur la semaine. Et donc, je me suis aperçu que j'ai réduit de manière drastique les éléments de contenu qu'avant je prenais le temps de développer en présentiel. Et donc, ça veut dire que sur une séquence, si ça se trouve, parfois, il n'y a plus qu'une ou deux diapos avec un outil, un schéma, un acronyme, un sigle. Et je me concentre finalement que là-dessus. Et je vois bien que quand on fait la remédiation, on est obligé d'aller vite à l'essentiel parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Et surtout, ce que l'on perd pour le coup, c'est que quand vous êtes en présentiel et que vous créez un atelier pendant 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, voire plus, pour faire travailler les apprenants, bah vous, en tant que formateur, vous passez dans les groupes, vous observez la manière dont ils travaillent et donc vous savez d'ores et déjà sur quoi attirer leur attention pendant le débriefing, voire vous les réorienter pendant l'atelier. Là, en fait, moi, je découvre un livrable et il se trouve que ce matin, il y a un de mes 2 livrables où il y avait une partie qui était hors sujet et ça, je m'en suis rendu compte qu'à posteriori. D'accord. La durée maximale d'une séquence de formation pour vous, à distance. En, idéalement, j'ai envie de dire entre 45 et 60 minutes. Au-delà, ça devient compliqué. Si vous avez beaucoup de temps d'échange et que vous êtes en retrait en tant qu'animateur et que votre public a besoin de parler, a besoin de développer, ça peut s'étirer jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Au-delà d'1 heure et demie, moi, ma recommandation, c'est il vaut mieux fractionner et donner plein de petits rendez-vous. Et comme ça, on a vraiment un rendez-vous, un sujet. D'accord. Beaucoup de plateformes digitales proposent ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Qu'est-ce que vous en pensez? L'ancrage mémoriel, c'est un terme générique qui consiste à aller puiser dans des techniques pour faciliter la mémorisation des messages. Donc, j'ai envie de dire, de toute façon, on le fait. Là, ce qu'il faut, c'est regarder et porter un regard très critique. Alors, on commence à parler outils. Est-ce que la solution qu'on vous propose, c'est de la technologie ou c'est de la pédagogie? Si c'est de la technologie, j'ai envie de dire, c'est des gens qui cherchent à vendre une solution, c'est du marketing, et nous, on n'a pas besoin de ça. C'est des gens qui n'ont pas compris quels étaient notre besoin et quel est l'objectif que nous, on poursuit en tant que pédagogue. En revanche, si vous avez une plateforme ou une solution qui vous propose une modalité pédagogique qui effectivement se nourrit de la solution technique, mais dont ils sont capables de prouver, de démontrer l'efficacité, alors fonçons et remercions ces gens de nous mettre à disposition tous ces outils. Je vais prendre un outil qui est très largement diffusé, qui est Klaxoon. Klaxoon, c'est génial quand le pédagogue sait comment l'utiliser et pourquoi il va l'utiliser. Si on le prend juste pour ce qu'il est d'un point de vue technique, on peut se retrouver avec des activités Klaxoon qui n'apportent rien à notre pédagogie et qui finalement sont un mauvais choix. Donc voilà. C'est et donc là, la particularité en plus, c'est que l'ancrage mémoriel, il faut le penser par rapport à nos apprenants et comment eux vont être réceptifs aux choix que l'on va faire. Or, et c'est bien normal, c'est humain en tant que pédagogue, on a tendance, nous, à privilégier la modalité d'apprentissage, donc la modalité d'ancrage mémoriel, qui nous correspond à nous. Or, on ne forme pas, enfin, on ne se forme pas pour nous, mais bien évidemment pour les gens qui constituent notre auditoire.
D'accord, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Alors, il y a beaucoup de questions quelques questions qui portent évidemment sur les outils, mais qui ne faisaient pas l'objet de ce webinaire, même si je comprends tout à fait que ça puisse créer quand même pas mal de questions. Sur la question des outils, c'est peut-être un peu le moment, c'est peut-être l'occasion. Cédric, vous proposez le 28 et le 29 avril une classe virtuelle de 2 fois 2 heures, justement sur les fondamentaux du digital learning, où la question des outils seront abordées plus en profondeur. Oui, parce qu'il y a tellement de familles, et puis ça dépend ce qu'on appelle outil, avec le Distingo qui est vraiment la plateforme LMS qui va servir à héberger la pédagogie et à faire le tracking et monitorer l'activité de formation digitale. Et bien évidemment, les outils qui sont à disposition pour créer des modules e-learning. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Storyline, on parle beaucoup d'Articulate, etc. Il existe plein de solutions. Et puis après, il y a tout un tas aussi d'autres outils, plateformes, solutions techniques beaucoup plus ciblées qui vont apporter des réponses particulières. L'offre est dithyrambique. D'ailleurs, il y a un classement international qui est assez intéressant et qui est actualisé tous les ans depuis maintenant, je crois, 13 ans, anglo-saxon, et qui interroge les professionnels de la pédagogie pour savoir quels sont les outils qu'ils privilégient. Et depuis 3 ans, au risque de ne pas vous surprendre, l'outil qui est le plus plébiscité dans ce classement est YouTube. Peut-être une dernière question. Alors, je suis désolé si certaines questions m'ont échappé, j'ai quelques problèmes d'affichage. Une question qui est revenue aussi assez régulièrement. Comment vous faites pour contrôler en fait la participation des stagiaires? Parce qu'il n'y a pas de feuille de présence. Comment ça se passe concrètement, ça? Alors, j'ai vu passer. Alors, sur la présence, c'est simple. Alors, on ne le fait pas sur un webinar, mais parce qu'il n'y a pas d'obligation de suivi. Sur des classes virtuelles ou des choses comme ça, en règle générale, de toute façon, vous voyez qui est connecté, donc vous pouvez faire une capture d'écran. Très souvent, on vous recommande en plus de faire un petit check où vous demandez à chaque personne d'inscrire un mot dans le chat, éventuellement de prendre la parole, ce qui permet de vérifier que son micro, ses éléments fonctionnent bien. Et donc là, vous avez ce premier feedback. Ensuite, plus généralement, ça dépend. C'est-à-dire que si vous avez mis des pédagogies qui privilégient l'interaction, de toute façon, vous avez un feedback immédiat sur est-ce que mes participants sont acteurs et donc sont impliqués dans la pédagogie, ou au contraire, on voit bien qu'ils sont en retrait et qu'ils ne sont pas dedans. Et puis, souvent, ce qui est utilisé, c'est que vous allez probablement réactiver tout ça avec un petit quiz, un questionnaire, alors qui est soit sur le ressenti, soit sur l'évaluation de la mémorisation. Et donc, par rapport à ces retours-là, vous savez finalement ce qui concrètement reste de l'action que vous avez mise en œuvre. Et en plus, vous pouvez l'individualiser. Et si vous avez des résultats qui sont un peu alarmants, ça vous donne un superbe support de communication pour appeler votre apprenant et essayer de comprendre comment s'explique ce type de résultats. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'autres questions, Cédric, de votre côté. J'avais la présence, comment conserver la virtuelle la composante dynamique de groupe. Alors oui, donc clairement la question du collaboratif, comment peut-elle se gérer à distance, c'est toujours pareil, on va faire confiance à nos apprenants. C'est-à-dire que vous allez pouvoir leur demander de travailler ensemble et de revenir présenter. Maintenant, vous avez aussi, selon les outils, des fonctionnalités qui permettent, par exemple, les plus simples, d'annoter un support. Donc, votre apprenant prend la main et va pouvoir, par exemple, entourer un élément sur un tableau, mettre une annotation, etc. Vous avez d'autres fonctionnalités qui sont des tableaux blancs. Et donc là, vous allez pouvoir dire, tenez, avec votre ordinateur, saisissez un mot-clé, un petit texte, rédigez des questions. Ensemble, formalisons une liste de 5 bonnes pratiques. Donc, il existe quelques outils. Donc, on peut quand même
faire du collaboratif. D'accord. Bah, écoutez, Cédric, encore une fois, un très grand merci pour cet exposé très clair, très didactique. Et puis j'en profite pour vous remercier, vous tous, pour votre participation et votre écoute à notre webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Pierre, tu es toujours là? Allô, Oui. allô? Oui, oui. Est-ce que tu as Excusez-moi, un moyen... les participants peuvent toujours vous entendre. Ah bon, c'est pas très grave. Je voulais Pierre, est-ce que tu peux m'envoyer un export des questions? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre et comme ça fera un document qu'on pourra mettre à disposition des participants. Écoutez, Allô? ouais, moi je vous entends. Bon, j'ai noté. Je Je pense que c'est. crois que j'ai encore Marie-Cécile Oui, sur c'est moi le. que vous entendez. Je vais transmettre à Pierre. Ouais. Non, Pas mais, de en souci. fait, Pierre vient de m'appeler, donc je suis au téléphone avec Pierre, Marie-Cécile. Ah, ok, bon, bah, je termine le webinaire. Ok, merci.